Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. C'est le premier jour de l'été, je crois, en plus, donc 21 juin. C'est une belle façon de commencer une nouvelle saison que de se retrouver pour parler d'un sujet qui nous est cher à tous, j'imagine, qui est le lead et la gestion du lead, d'où cette première clinique du lead. Donc, je suis Guillaume Berthollet, je suis fondateur d'une agence de content marketing et de marketing automation qui s'appelle Inbox. Je suis en compagnie, alors non pas de Sébastien Enrault qui a eu un petit contretemps et qui a passé la main à Thomas, qui donc changement poste pour poste, la composition a un peu changé, mais notre clinique et nos consultations du jour. Alors, donc moi, donc chez NSRM, qui est éditeur de solutions CRM, donc je suis le directeur commercial. Et effectivement, comme précisé Guilhem, donc je reprends la main ce matin suite à l'absence de Sébastien Enrault. Et donc je serai là pour aborder les sujets liés à la partie données et également sur la partie plutôt commerciale qu'on va présenter ce matin avec Guilhem. Alors du coup, on a une composition, je pense, assez homogène, hein, puisque moi j'ai plutôt un profil marketing, Thomas clairement plutôt la vue commerciale, et je pense que c'était super important pour ce qu'on veut traiter aujourd'hui comme sujet sur cette clinique du lead, de pouvoir avoir un peu ces deux aspects. On va beaucoup parler d'alignement marketing, hein, le cœur du sujet est là. Alors pourquoi est-ce que la rencontre entre Invox et INSCRM a accouché de cette clinique du lead? En fait, on travaille déjà aujourd'hui avec entre notre approche agence et puis la partie logicielle d'INSCRM, déjà sur plusieurs sujets assez vite communs. Sur notamment, c'est notre point de rencontre qui est sur comment est-ce qu'on arrive à générer des leads et comment surtout derrière on arrive à en retirer des choses pour le business des entreprises et pour développer le business des entreprises, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, que vous fassiez appel à une agence comme Invox ou vous mettiez en place un logiciel. Le but du jeu au final, c'est quand même de développer vos ventes et de le faire dans les meilleures conditions possibles. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sujets autour de cette notion de lead qui n'était pas forcément claire, qui n'était pas forcément bien anticipée. Et puis on a eu un petit truc sympa ces derniers temps avec RGPD, et le but du jeu, c'est surtout pas de vous en parler trop aujourd'hui, puisque je pense que vous en avez déjà beaucoup entendu parler, mais qui en tout cas le mérite de mettre un peu le focus sur la qualité de la donnée qu'on peut avoir dans les entreprises. Il y a eu par le passé beaucoup de focus qui a été mis sur le fait d'agréger de la donnée, de récupérer de la donnée, de générer du lead, mais finalement assez peu de choses sur derrière comment est-ce que je peux mettre en place des systèmes et des processus et des outils pour bien traiter ces leads et être sûr que ça m'apporte des choses. Donc en fait, cette clinique du lead aujourd'hui, c'était un premier éclairage, et je pense que c'est qu'une première session parce que en préparant, on a vu qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient liés à ça. Qui nous donnait envie de faire un peu un état des lieux sur ces sujets-là. Alors pourquoi est-ce qu'aussi on en parle? Et ça, c'est une approche qui est de plus en plus maintenant en train de se mettre en place dans les entreprises. C'est qu'on est dans une approche de demand generation où finalement marketing et vente œuvrent pour générer de l'activité commerciale, donc pour créer des rendez-vous, des calls pour les commerciaux, pour générer plus d'envois de propositions commerciales, en tout cas plus d'encours de ventes potentielles, d'opportunités, et puis au final de développer un peu plus de business. De notre côté, côté Invox, historiquement, ce qu'on a fait pour répondre en partie à ce besoin-là des entreprises de développer leur activité commerciale, c'était de créer des contenus, donc différents types de contenus, pour les différentes étapes du cycle commercial. Donc vous pouvez voir ici, donc c'est en anglais, mais je pense que vous les connaissez aussi sur des modélisations de parcours de lead, avec toute la phase d'évangélisation, de prise de parole un peu en pédagogie, et puis derrière la conversion, la prise de décision, et puis éventuellement tout le post-vente là-dessus. Donc ça, c'est une réponse qui est assez marketing, qui est de dire, je véhicule l'expertise de l'entreprise sous des formats différents, des articles de blog, des livres blancs, des webinars, comme typiquement ce qu'on est en train de faire, avec la logique d'attirer du trafic et puis de le convertir, de récupérer des leads. Que ça se fait sur ces différentes objectifs, de dire j'attire, je fais toute la phase de nurturing, donc toute la phase de montée en compétence de mes prospects, notamment dans des cycles de vente un peu longs. Et puis j'oublie pas le post-vente, parce que bien souvent on peut aller faire de la vente additionnelle ou développer des comptes. Donc là, c'est assez classique. Et puis de manière assez classique aussi, se sont mis en place différents canaux d'acquisition de leads. Ça, c'est des choses qui sont plus ou moins bien maîtrisées dans les entreprises aujourd'hui.
mais avec toute une approche qu'on a appelée inbound. Donc c'est je crée de bons contenus et parce que ces contenus intéressent, ça va m'attirer de nouveaux contacts. Toute une partie qui revient aussi pas mal en ce moment, qui est de dire je vais aussi chercher de nouvelles cibles. J'ai des opportunités sur les réseaux sociaux, je peux faire de la pub payante, je peux faire des logiques d'emailing, je peux mettre en place du social selling. Peut-être parmi vous certains ont des actions sur du Sales Navigator, par exemple, chez LinkedIn. Ça peut être intéressant. Et puis, sans oublier que les entreprises, elles ont aussi une vraie vie hors tout ce qui est online. Et donc, d'avoir de la prospection commerciale qui peut ramener des leads, des cartes de visite, tout simplement, des événements, les salons, les petits déjeuners thématiques, les rencontres avec vos prospects sur différents points de rencontres qui peuvent être intéressants. Et puis pour certains aussi des approches retail, ou des points de vente physiques qui peuvent générer du trafic commercial. Et puis tout ce qui est vente indirecte, donc avec des réseaux de distributeurs. Ça, c'est aujourd'hui assez bien perçu par les entreprises, c'est assez bien compris. Ce qu'il y a un petit peu moins, c'est derrière toute la logistique et toute l'industrialisation qu'on peut avoir sur la chaîne du lead, notamment avec cette bonne compréhension que la vie du lead ne s'arrête pas quand il a juste récupéré ses premières informations et qu'on est vraiment dans une logique un peu plus long terme de nourrir la relation, donc cette fameuse phase de lead nurturing qui vit tout au long de la durée de relation. La volonté de faire de l'automatisation, parce qu'on commence à gérer dans les entreprises de plus en plus de leads, de plus en plus de données, et que les équipes évoluent pas forcément en nombre pour pouvoir gérer toujours manuellement ces différents contacts. Et donc, il y a de l'automatisation à faire. Côté marketing, ça c'est le marketing automation. Il y a des briques qui sont intéressantes, notamment dans Ines CRM, qui a intégré une brique d'automatisation nativement dans le logiciel. Et puis il y a de plus en plus aussi cette notion de sales automation, d'automatisation une fois que j'ai récupéré un lead, une fois que j'ai récupéré un prospect ou une opportunité, de dire il y a tout un tas d'étapes finalement que l'outil pourrait faire pour faciliter le boulot des commerciaux. Ça joue en fait sur un point de rencontre qui est vachement intéressant, où historiquement le marketing était là pour faire de l'audience, du trafic, et puis les commerciaux étaient là pour vendre, pour closer, pour générer en gros des ventes, et puis c'est un peu comme ça qu'on monitorait l'activité. Aujourd'hui, dans une logique un peu plus complète de comment est-ce que je gère mes leads et comment est-ce que marketing et vente sont alignés le plus possible pour générer au final ces résultats. En fait, aujourd'hui, on voit que il y a d'autres niveaux intermédiaires de suivi et d'évaluation de la performance qui sont intéressants, et notamment un découpage par niveau de maturité des contacts avec ce qu'on appelle le marketing qualified lead, sales qualified lead, donc en fait des niveaux différents de maturité et de connaissance. Et là, on va rentrer vraiment dans les optiques de données, de data, sur les contacts qu'on peut avoir, de dire à quel moment le marketing peut passer la main aux commerciaux, à quel moment les commerciaux rendent la main au marketing, et au final, comment est-ce que j'arrive à suivre un petit peu mes différentes actions, l'impact qu'elles ont sur mon potentiel de vente, mes opportunités commerciales, et au final sur mon revenu. Et quand on a déroulé encore un petit peu plus la pelote, on se rend compte qu'en fait aujourd'hui, et c'est vraiment le but de notre discussion aujourd'hui, et je dis bien discussion, n'hésitez surtout pas tout au long de la présentation à utiliser l'outil questions-réponses du webinar pour les poser. On les traitera soit à chaud quand on les voit apparaître, on les a sur notre écran en temps réel, mais aussi pour les garder pour la fin, où on aura un petit temps d'échange. En gros, d'ici une vingtaine de minutes, on passera vraiment sur le temps d'échange et on prendra vos différentes questions. N'hésitez pas à utiliser ça. Mais donc, du coup, il y a aujourd'hui un vrai enjeu qui se retrouve ici, qui est de dire, dans toute la donnée que j'ai, soit côté marketing, soit côté vente, côté commerciaux, côté CRM, qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer de scorer, c'est-à-dire de dire sur mes X milliers de leads, qui sont ceux à l'instant T qui sont les plus intéressants, les plus chauds, et ceux qu'il faudrait prioriser, plutôt que de traiter finalement tout le monde un peu pareil, puis de traiter les bases de A à Z. Comment est-ce que je peux avoir des actions de profiling, c'est-à-dire comment est-ce que je peux compléter la donnée que j'ai sur les différentes personnes que j'ai dans ma base, donc d'avoir plus d'informations pour pouvoir aussi mieux personnaliser, activer au bon moment et sur les bons aspects et donner de l'info aux commerciaux. Et puis, comment est-ce que je peux m'assurer que j'ai une qualité de la donnée? C'est cette fameuse notion de data quality dont on va pas mal reparler ce matin parce qu'elle est clé pour bien structurer une approche un peu stratégique de la gestion du lead, de se dire, est-ce que finalement, j'ai 10 000 leads dans mon CRM, j'ai 10 000 contacts dans mon CRM, maintenant il y en a combien qui sont réellement actionnables, combien il y en a que je peux segmenter, donc je connais le secteur d'activité, donc je connais la place dans le processus de décision, donc je connais réellement le nom de l'entreprise, le nom du job, et sur lequel je peux prendre des décisions. C'est vraiment, aujourd'hui, on est dans cet écosystème-là,
qui militent pour l'alignement entre marketing et vente. Alors, juste pour répondre également à la question de Jeff, parce que c'est tout à fait d'actualité, qu'est-ce que signifie KPI? KPI, en fait, sont des indicateurs. Donc, qui permettent, en fait, à chaque fois de dire quand on est dans un processus de génération de leads ou de suivi de nos leads, c'est d'avoir un certain nombre d'indicateurs clés qui nous permettent de savoir combien de personnes aujourd'hui peuvent nous suivre, combien de leads ça a pu générer, où est-ce qu'on en est en termes de taux de conversion, par exemple, et en termes de taux de transformation de ces affaires pour arriver jusqu'à une génération de chiffre d'affaires. Voilà, donc simplement pour préciser cette partie-là. Tout à fait, ouais. C'est effectivement les métriques, Jeff, c'est effectivement un bon parallèle. Donc KPI, c'est Key Performance Indicator, donc c'est les indicateurs clés de performance. En gros, c'est des chiffres que vous mettez dans votre tableau de reporting pour suivre si vous êtes dans le vrai ou dans l'amélioration, ou s'il y a des sujets sur lesquels vous avez des petits soucis. Et c'est vraiment ce qui est repris ici, de dire aujourd'hui, on ne suit pas seulement le trafic du côté marketing et puis les chiffres de vente, on essaie de vraiment modéliser toute la chaîne de conversion pour voir où est-ce qu'on a finalement de la déperdition d'efficacité et qu'est-ce que, en termes d'action corrective ou d'investissement on peut faire pour aller améliorer ces choses-là. Et on peut avoir des situations très différentes suivant les entreprises, avec des entreprises qui n'ont pas assez de leads ou des entreprises qui ont beaucoup de leads mais très peu qualifiés, ou des temps de traitement aussi qui sont trop longs. On peut avoir des situations où le marketing génère pas mal de leads, mais les leads sont traités en 34 jours, là où il faudrait peut-être les traiter en 3 jours. Et ça, en fait, ce suivi des chiffres va permettre de prendre des actions et d'optimiser en fait tout ce modèle-là, parce qu'au final, l'activité qui sera réellement générée sera un peu dépendante de ces différents taquets de conversion. Merci Guilhem. Ensuite, donc le deuxième volet, une fois qu'on a bien situé un petit peu aujourd'hui où est-ce qu'on en était par rapport à la génération de valeur à travers les leads, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la donnée, en fait, est aujourd'hui un élément clé dans le développement d'une entreprise, que ce soit sur le sujet du marketing ou la partie commerciale. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, le petit focus qu'on va faire, c'est sur la partie données clients et prospects, parce que bien évidemment, les deux sont liés. Plus on va avoir de la donnée de qualité sur les prospects, plus on va pouvoir les travailler correctement, les travailler intelligemment pour pouvoir obtenir, en fait, la signature d'un maximum de clients. Donc aujourd'hui, la partie donnée est un élément essentiel. C'est ce qui s'appelle aujourd'hui, qui est considéré comme le nouvel or dans la nouvelle génération. C'est ce qui va vraiment permettre de dire aujourd'hui, qu'est-ce que je peux potentiellement récolter comme données, comment je peux pouvoir la travailler. Et c'est ce qui va être finalement la clé de tous les plans d'action qu'on va souhaiter mettre en place. On parle de plan d'action marketing sur quelles sont les actions que je peux mener, quels sont les contenus que je peux produire pour en fait amener à accompagner le prospect ou le client sur sa prise de décision et qui permettra ensuite à l'entreprise de mieux connaître ses clients, de mieux les fidéliser pour pouvoir avoir un taux de recommandation qui aujourd'hui sera le plus important possible. Aujourd'hui, suite à différentes études, en fait, on se rend compte, et ça, je pense que ça concerne tout le monde aussi bien sur la partie B2B ou B2C, donc ce qui était valable en B2C aujourd'hui se transforme réellement sur la partie B2B, c'est que dans les cycles d'achat, en fait, de nos clients ont complètement évolué. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 70% du cycle d'achat a déjà été effectué avant même d'avoir été en contact avec une société. Donc, il faut vraiment prendre en compte ces nouveaux modèles de décision, en fait, dans la stratégie marketing et dans l'approche commerciale qu'on peut mettre en place. Nous, aujourd'hui, l'avènement de toutes les stratégies, on parle de marketing digital, qui permet vraiment de prendre en compte cette évolution du cycle d'achat. Aujourd'hui, l'enjeu il est double. Il intervient sur différentes choses. C'est que il faut être visible auprès des acheteurs, parce qu'aujourd'hui, les personnes qui vont nous identifier, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut être présent faut avoir un site internet. Il va falloir en fait travailler sur la conversion pour que les personnes puissent décider d'aller nous contacter pour pouvoir obtenir des informations complémentaires qui seraient pas disponibles sur les différents supports qu'on va utiliser. Donc le premier point, c'est comment on va pouvoir utiliser cette donnée, comment on va pouvoir l'exploiter correctement pour faire en fait un cycle d'achat, entamer le cycle d'achat pour arriver jusqu'à ces 70% qui finalement seront le relais entre la partie marketing et la partie plutôt commerciale. Les 70% étant réalisés principalement, voilà ce que je disais sur la partie marketing, c'est ce qui va permettre également de bien qualifier la partie lead pour qu'ensuite le commercial puisse prendre le relais et avoir simplement le travail d'aller travailler sur les réponses complémentaires, travailler sur les enjeux qui sont les projets, les objectifs pour pouvoir faciliter et en fait accélérer la prise de décision au niveau du cycle de vente. Un point également qui est très important aujourd'hui, puisque c'est un sujet qui est d'actualité, on parle beaucoup de big data, qui est un sujet effectivement essentiel. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui montrent qu'en fonction du secteur d'activité, le big data c'est bien, mais c'est pas forcément suffisant. Aujourd'hui, il y a des nouveaux concepts qui apparaissent, et notamment un concept qui s'appelle le smart data,
qui permet en fait d'avoir des stratégies qui sont un petit peu différentes, où le but n'est pas simplement de collecter de la donnée pour la collecter et de pas forcément pouvoir l'exploiter correctement. Donc on parle plutôt de mise en place d'une stratégie de data driven, enfin de sociétés qui vont aller partir sur la gestion via la donnée. Et donc là on voulait faire un focus un petit peu sur la différence entre le big data et le smart data. Le big data, que tout le monde a déjà entendu ces notions, c'est collecter de la donnée, un petit peu tout ce qu'on peut obtenir, et puis ensuite la stocker et dire à un moment ou à un autre, je vais pouvoir pourquoi pas essayer d'exploiter ce que je peux avoir. Et là on est plutôt sur vraiment du traitement en masse d'informations. Et aujourd'hui on se rend compte que finalement avoir énormément d'informations n'est pas forcément pertinent si on ne sait pas comment l'utiliser, comment l'exploiter correctement ou intelligemment. Donc il y a une dérive, on va dire aujourd'hui, des stratégies commerciales et marketing, qui est de dire aujourd'hui, est-ce que toute la donnée est pertinente? Oui, non. Donc souvent, dans la plupart des cas, bah non, la réponse c'est aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir une information qui est peut-être un peu plus précise, qui est un peu plus métier, qui sur des indicateurs aujourd'hui de performance plus intéressants, plus pertinents. Et donc la migration vers une stratégie autour du smart data prend tout son sens, où l'objectif c'est de définir pourquoi aujourd'hui on souhaite on veut mettre en place une stratégie de génération de leads, quelles sont les informations qui peuvent être pertinentes et qui peuvent être collectées, comment cette donnée ensuite je vais pouvoir l'exploiter et la remettre en fait en forme pour que derrière elle ait une pertinence au niveau aussi bien de l'équipe marketing et de l'équipe commerciale, pour qu'à la fin ça puisse surtout répondre à des enjeux et à des objectifs d'entreprise qui ont été clairement définis en amont. Ensuite, quand on parle de smart data, l'objectif c'est de se dire c'est bien d'avoir un objectif de croissance, un objectif de chiffre d'affaires ou de développement de business, mais pour y arriver, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Donc les premières bonnes questions, c'est déjà de mettre en place une stratégie d'acquisition de données. Donc là, on revient complètement dans le smart data et dans la partie génération du lead en fait, qui est de dire l'objectif n'est pas de générer une centaine de leads pour en convertir un seul en opportunité, mais plutôt de se dire quels sont les leads qu'il faudrait générer. Donc ici, on a identifié 3 étapes qui sont vraiment les 3 étapes clés pour pouvoir avoir une certaine pertinence sur les différentes actions qu'on va mener et qui amèneront enfin sur avoir une vision complète, une vision 360 degrés de mon prospect ou de mon client. Donc le premier point qu'on souhaitait mettre en avant aujourd'hui, c'est sur la partie identification des cibles, donc le ciblage. Aujourd'hui, à qui je m'adresse, quels sont mes produits, qui sont les acheteurs potentiels, quels sont les utilisateurs potentiels de mes solutions. Donc le premier point, c'est déjà de faire un petit peu un pas en arrière et de définir réellement à qui je veux m'adresser demain en termes de communication ou en termes de plan d'action, de prospection. Une fois qu'on a identifié en fait les secteurs d'activité sur lesquels on veut travailler, bien évidemment, on ne s'adresse pas à tout le monde dans une organisation. Et ce qu'il faut, c'est définir les personas. Donc les personas, c'est des personnes qui vont interagir, qui vont intervenir ou qui seront des moteurs dans un cycle d'achat, dans un processus de décision et qui permettront d'avoir des discours un petit peu plus ciblés par rapport à la stratégie qu'on souhaite mettre en place. Et encore une fois qu'on a identifié le secteur d'activité, les cibles, les personnes à qui on s'intéresse, derrière, c'est vraiment d'avoir des données stratégiques sur ces éléments en disant, une fois que je sais que je veux m'adresser à tel type de société ou à tel type de personnes, c'est quoi leurs caractéristiques, qu'est-ce qui les intéresse, comment ces gens-là souhaitent être contactés, quels sont les sujets qui sont clés à aborder, sous quel timing, est-ce que il faut aller effectivement sur des cycles d'achat très courts, est-ce qu'on est sur des cycles d'achat plus longs, qui vont permettre ensuite de définir réellement une stratégie et de définir un certain nombre d'étapes qui vont conduire en fait sur la partie génération de leads et la partie nurturing des leads pour arriver à un certain niveau de maturité. Alors, ce qui est intéressant, une fois qu'on a fait ces étapes-là, en fait, c'est que on commence vraiment à se rendre compte que ça va avoir un impact côté marketing et côté commercial. Côté marketing, en fait, on se rend compte que on a une vraie capacité à aller aujourd'hui chercher ces contacts-là, une fois qu'on les a bien définis, et être beaucoup plus efficace aussi, plutôt que d'éparpiller un petit peu ses forces sur raconter des choses à gauche et à droite, sans forcément avoir en tête la finalité qui est de dire je veux parler à tel type de personnes dans tel type d'industrie et voilà le type de données que je veux récupérer. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que suivant les business et suivant ce que vous vendez, certains canaux vont vous permettre d'aller parler à ces personnes-là. Ça peut être sur l'achat de base ou sur l'activation email, ça peut être sur du référencement naturel parce que sur certains sujets, il y a des vrais flux de recherche par vos cibles sur les sujets qui sont les vôtres, ça peut être plutôt sur les réseaux sociaux, ça peut être sur d'autres façons de fonctionner, mais l'idée, c'est vraiment de se dire, une fois que j'ai fait ce premier travail de définition de à qui je veux parler et qu'est-ce que je veux savoir de ces personnes-là
pour pouvoir choisir d'engager ou pas de l'activité commerciale humaine derrière. Comment est-ce que le marketing peut aller à la pêche de ces gens-là. C'est quelque chose qu'on redétaillera un petit peu après sur les impacts en fait que cette vue de la donnée, de l'importance de la donnée peut avoir sur les activités marketing et commerciales. On voulait également mettre en avant un point, donc ce que disait Guilhem tout à l'heure, l'objectif c'est pas de parler de RGPD et de reprendre un petit peu les enjeux qu'il y a autour de ça. Malgré tout, cette nouvelle réglementation aujourd'hui est devenue un enjeu au sein des différentes entreprises. Aujourd'hui, on perçoit en fait aussi bien côté marketing que commercial à travers cette nouvelle réglementation une réelle opportunité. Une opportunité business, puisque aujourd'hui il faut demander en fait le consentement, il faut obtenir le droit de pouvoir communiquer et d'échanger avec nos contacts. Et là où on travaillait avant sur ce qu'on parlait plutôt du contenu de masse, où on s'adressait un petit peu à tout le monde sans forcément avoir d'intelligence ou de vraies stratégies derrière, la nouvelle réglementation RGPD va pouvoir nous permettre de nous poser des bonnes questions et de se dire aujourd'hui qui j'adresse, quels sont les contenus qui sont pertinents pour eux, pour obtenir en fait un maximum de consentement. Et le fait d'avoir mis en place cette nouvelle réglementation RGPD, où aujourd'hui vous êtes tous dans un processus de mise en conformité, fait qu'on peut se poser également, c'est l'occasion de se poser des bonnes questions sur quel type de contenu, comment je les adresse, peut-être d'en faire un petit peu moins, mais de faire des contenus un peu plus de qualité. Ouais, c'est vraiment ce que dit Thomas, le point principal, c'est faire moins et essayer d'avoir peut-être moins de données, mais de le faire mieux. C'est vraiment cette différence entre big data, où je récupère tout ce qui se passe et puis je ne sais pas trop comment le traiter. Peut-être que j'ai 50 000 contacts dans ma base, mais il y en a vraiment 5 000 qui sont intéressants. Pour aller vers ce côté plus smart data, de dire j'ai la bonne donnée sur les bonnes personnes et je l'utilise réellement. Donc il y a un vrai côté efficacité. Finalement, RGPD a provoqué un peu une accélération qui était déjà engagée vers ça et qui se traduit vraiment sur beaucoup de choses dans cette notion d'alignement marketing-vente dans cette optique data client. Et du coup, là, ce qu'on avait aussi envie de partager avec vous, pour aussi vous faire réfléchir, aussi de lancer le temps de questions-réponses qui suivra, c'était de voir quelles étaient un peu les bonnes pratiques qui allaient arriver, quels étaient les sujets, les enjeux qui se profilaient. La première chose pour nous, qui fait vraiment le lien entre les deux, c'est sur cette notion de création de contenu, c'est qu'aujourd'hui, on peut quand même traquer ce que vos prospects vont aller voir sur vos sites, ce que vous allez leur partager comme information, et qu'aujourd'hui, ça, c'est une vraie source d'intelligence pour prioriser, pour segmenter, de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, dès le départ, dès que je vais créer les pages de mon site, ça commence là, les emailings que je peux envoyer, ma newsletter, éventuellement quelques formats de contenu que je vais pouvoir créer, c'est comment est-ce que le tracking de ça va me permettre de compléter mes fiches dans mon CRM, notamment de remonter de l'information aux commerciaux pour leur donner des points de discussion, un peu des pieds dans la porte, des icebreakers, parce qu'ils vont savoir que tiens, telle personne a été intéressée au mois de juillet par tel sujet et que peut-être qu'il y a matière à en discuter ou en tout cas il y a matière à revenir vers elle. Le deuxième point, c'est vraiment cette notion aussi de lien dans la durée avec ses prospects ou avec ses clients. Et de dire, en fait, je ne cherche pas à avoir toute la donnée tout de suite à un instant T avec un très très long formulaire, par exemple, ou avec un long questionnaire qui va se traduire par beaucoup de données d'un coup, mais plutôt l'idée de dire, je vais bâtir une relation, je vais avoir plusieurs points de contact dans la durée avec mes prospects, et je dois être en mesure aussi d'aller faire finalement de l'incrémental dans la façon dont je vais penser ma complétion des données. Donc peut-être qu'au départ, je vais avoir peu d'informations et tout le but et du marketing et du commercial, ça va être de compléter ces fiches-là pour que petit à petit, je puisse aller prioriser et avoir une meilleure idée de à qui je parle et quels sont les sujets qui peuvent m'intéresser. C'est vraiment cette notion de profiling progressif qui est intéressant. Un point qu'on rencontre beaucoup dans nos métiers, et je pense que là, pour le coup, la rencontre entre une SCRM et Invox est intéressante, c'est ce côté de lead SLA. Alors SLA, c'est le Service Level Agreement, c'est un peu une sorte de contrat. Et c'est un contrat autour du lead, entre le marketing et le commercial. Ça, c'est quelque chose qui arrive vraiment, les entreprises qui sont les mieux organisées aujourd'hui sur ces sujets-là sont celles aussi qui ont mis en place ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, on se met autour de la table avec le marketing et les commerciaux, et on va essayer de définir d'abord qu'est-ce qu'un bon lead, du point de vue du marketing et du point de vue du commercial, de quelles informations on a besoin, qu'est-ce qu'on doit valider, et finalement arriver un peu à un découpage entre les différents niveaux de maturité d'un lead pour pouvoir se dire à quel moment le marketing a le droit de passer et de solliciter les commerciaux pour qu'ils puissent traiter un contact, et en contrepartie, à quoi s'engagent les commerciaux en termes de délai de traitement,
de dire tout nouveau lead qui remonte doit être traité en 48 heures, par exemple, doit être traité de telle manière, doit générer telle remontée d'informations et finalement doit permettre au marketing derrière de faire aussi un traitement statistique pour essayer de voir est-ce que les campagnes qui sont menées ramènent des leads qui sont intéressants. On voit plus côté contenu, on voit qu'il y a des formats riches qui arrivent aussi, qui sont beaucoup plus interactifs. On parle de calculateurs, de viseurs, de quiz, d'assessment ou de façon de faire un positionnement, par exemple positionner son entreprise. On pourrait tout à fait là par exemple mettre au point une sorte de quiz chez Inès avec est-ce que vous êtes au niveau sur l'ergonomie de votre CRM par exemple et avoir quelques questions et comme ça pouvoir se benchmarker par rapport et se comparer par rapport à d'autres entreprises. Et en fait, ces formats, ils sont vachement intéressants parce que ils délivrent de la valeur tout de suite. C'est-à-dire que moi, en tant que visiteur, j'ai une contrepartie qui est immédiate et j'apprends des choses qui sont intéressantes. Du côté de l'entreprise, il y a une récupération d'informations qui est beaucoup plus importante que ce que voudrait bien donner quelqu'un dans un formulaire de contact, par exemple, et qui est de la donnée vraiment actionnable derrière, aussi côté commercial pour pouvoir guider par exemple un contact plutôt vers quel type de commercial ou dire ça c'est du traitement automatique ou par téléphone ou ça c'est plutôt sur un commercial grand compte qui va se déplacer et qui va filtrer le prospect. Et puis le dernier enjeu qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est toute l'opportunité LinkedIn. Parce qu'il y a beaucoup de données dans LinkedIn. LinkedIn, je pense, doit connaître 95% des gens dans 95% des entreprises. Et donc que ça, aujourd'hui, ils sont en train de le monétiser. Et qu'il y a une vraie façon d'aller lier ça. Et c'est vraiment un travail entre marketing et commerciaux. Donc on parle de social selling, on parle de sales navigator, on parle de prospection sociale, on parle de campagnes marketing qui vont générer des leads et qui vont pouvoir mis directement dans les machines CRM, dans les machines marketing automation. Donc là, il y a vraiment un sujet intéressant sur lequel LinkedIn va faire partie de la stratégie de données et de génération de leads aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le temps d'échange. Avant ça, on avait envie un peu de structurer. Donc là, on a un peu posé le cadre et les enjeux. On avait un peu envie de positionner, si on va au bout de cette clinique, comment est-ce que vous pouvez commencer à vous mettre en route pour ça. Et pour ça, on a 3 temps, dont le premier est de vous poser la question de est-ce que vous êtes aujourd'hui au bon niveau sur ces sujets-là. Donc effectivement, la première question à se poser quand on veut faire un état des lieux de cette situation, de la qualité en tout cas des données qui sont présentes au sein de l'entreprise, c'est effectivement déjà de se poser un petit peu et de se dire est-ce qu'aujourd'hui déjà j'ai une maîtrise des différents canaux dans lesquels je fais de l'acquisition de données, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il peut y avoir le site web, il peut y avoir les réseaux sociaux, il peut y avoir la prospection des commerciaux avec de la donnée qui peut être soit stockée, centralisée dans un CRM, soit éparpillée sur des fichiers Excel ou pourquoi pas des outils de messagerie. Donc la première chose, c'est effectivement de dire est-ce qu'on a bien identifié aujourd'hui où est-ce qu'on peut récupérer la donnée dans l'entreprise. Ensuite, une fois qu'on a identifié les différents canaux d'entrée de la donnée, c'est de se dire est-ce qu'aujourd'hui la donnée que je récupère elle est pertinente, est-ce qu'elle est intègre, est-ce qu'aujourd'hui elle a effectivement de la valeur, est-ce que c'est de la donnée qui est à jour, est-ce que c'est la donnée qui est exploitable, est-ce qu'aujourd'hui je suis capable d'exploiter ces données à des fins marketing ou à des fins commerciales. Et enfin, le troisième volet, c'est vraiment de se dire, une fois que je sais que cette donnée, elle peut être exploitable, est-ce que cette donnée-là, telle que je l'utilise aujourd'hui ou telle que je peux l'exploiter, est-ce qu'elle va réellement générer de la valeur? Est-ce que c'est finalement de la donnée qui sera suffisamment pertinente pour que je puisse mettre en place des actions, créer pourquoi pas du contenu ou mettre en place un plan d'action commercial auprès de mes commerciaux par rapport à des données qui seront suffisamment intègres? Donc voilà, c'est la première question qu'il faut se poser pour avoir un petit peu de recul et de se dire est-ce que cette donnée-là est suffisamment pertinente ou est-ce qu'il faut que je mette en place déjà une action pour faire du data cleaning ou remettre à niveau un petit peu la qualité de ma donnée. Le deuxième point, c'est dans le cas où le premier audit montrerait qu'il y a des choses à améliorer côté chaîne du lead, côté structuration de la chaîne du lead et côté structuration de la donnée, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire derrière, comment est-ce qu'on peut commencer à poser un diagnostic. Et là, on va avoir différents points. La première chose, c'est d'essayer de regarder par où arrivent vos données. Et parfois, on va trouver quand même des trous dans la raquette. Hein. On va se rendre compte que les commerciaux, quand ils reviennent de certains salons, ils ont de la donnée sous forme de carte de visite ou de choses notées sur des papiers, mais qui ne sont pas derrière mises dans le CRM ou dans l'outil de marketing. On va se rendre compte qu'on capte des données qui ne sont pas stratégiques et puis qu'en revanche, on passe à côté de certaines données qui devraient être beaucoup plus stratégiques. Il y a la notion de se dire que le but du jeu, c'est pas
collectées. Donc parfois, il y a dans le CRM beaucoup de données qui servent à rien et beaucoup d'enregistrements qui servent à rien. Donc il y a aussi cette notion de se dire, on va peut-être prendre un petit peu de temps pour se dire de quoi est-ce qu'on a réellement besoin, et plutôt que d'avoir 30% de 50 data différentes par enregistrement qui sont vraiment valides, de se dire je vais peut-être chercher à en avoir un peu moins, mais d'avoir une meilleure qualité dans tout ça. Et puis après, il y a aussi dans ce diagnostic un peu la prise de conscience que parfois les outils suivent pas. Et que malheureusement, ou le marketing ou les commerciaux n'ont pas forcément des trucs très ergonomiques ou très simples à utiliser, et que parfois il y a un peu un côté perte de courage ou découragement face à l'ampleur de la tâche d'aller encoder la donnée. Donc aujourd'hui, on a quand même des outils qui permettent d'agréger cette donnée et de l'exploiter plus simplement. Et du coup, on va rentrer dans la phase mise en place du traitement, et ce qui peut vous donner quelques pistes. Alors, on est bien conscient qu'on ne va pas tout résoudre aujourd'hui, et pour ceux que ça intéresse de continuer la discussion, il y a les questions-réponses, mais il y a aussi derrière, on peut faire des consultations privées, évidemment. On a notre petit cabinet de consultation, donc avec grand plaisir pour en discuter avec vous de manière plus précise aussi sur vos différents cas. Mais en gros, pour se mettre en route vers une meilleure maîtrise du lead, on a différents points. La première chose, c'est vraiment probablement la première action à faire de votre côté, c'est de vous dire quels sont les objectifs que vous avez en termes de génération de leads, et dans ce volet data, de quelles données vous avez besoin, suivant les différents moments de la vie du lead, pour pouvoir engager vos contacts et les faire tourner. Ça, c'est vraiment le premier point important, c'est un peu prendre le recul qu'il faut et après rentrer plus dans l'action. Après, ce qu'il faut également, quand on parle de la qualité de la donnée, on parle d'objectifs, on parle de stratégie d'entreprise, donc qui est après portée pourquoi pas par le commerce sur la partie développement, qui ensuite sera mis en œuvre aussi entre le commerce et la partie marketing. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu de la donnée n'est pas simplement porté par une personne, n'est pas uniquement porté par le marketing ou par la direction de l'entreprise. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Et donc, dans la définition des objectifs, pour nous, ce qui nous paraît effectivement aujourd'hui très important, c'est de pouvoir exprimer et de partager ces objectifs avec l'intégralité de l'entreprise, et que ce soit un sujet qui devienne en fait moteur pour tout le monde, et que chacun à son niveau sera capable de collecter de la donnée, mais également de l'améliorer, de l'affiner et de la mettre à disposition du reste des personnes. Et quand on parle d'alignement marketing, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a parfois un dialogue qui s'est pas assez noué, où le marketing a en tête des données qui lui semblent importantes à lui pour ses objectifs, mais qui sont pas forcément alignées avec celles dont les commerciaux auraient besoin pour passer à l'action. Et à contrario, les commerciaux voient pas toujours l'intérêt d'aller encoder, notamment dans le CRM, certaines informations, parce qu'ils se disent c'est bon, j'ai mes infos, je peux faire ma propale. Alors, en fait, qui sont des informations marketing. Donc il y a vraiment ce côté culture de la donnée, de se dire c'est pas du flicage, c'est pas juste pour avoir le plus de données possible. En fait, derrière, ça a des implications sur comment est-ce que je peux reprendre la parole. Et du point de vue, c'est toujours intéressant aussi de retourner les choses, de se dire, on va arrêter aussi de voir la donnée du point de vue interne, mais aussi de se dire, du point de vue externe, quelle donnée est importante pour qu'on puisse apporter un service et une recommandation de qualité à notre prospect, à notre contact, à notre client. Et que ça, c'est ça qui doit vraiment instiller cette culture dans l'organisation. Et juste une petite chose en plus par rapport à ça, les objectifs en fait au niveau de la qualité de la donnée, donc chacun a ses objectifs personnels ou les objectifs d'un service, mais malgré tout il faut bien être conscient que chaque objectif personnel ou service en fait sont contribués à l'objectif global de l'entreprise, qui est dans certains cas la croissance, qui est d'améliorer sa notoriété ou son image. Donc voilà, les objectifs en fait individuels doivent servir l'objectif global de l'entreprise. Une donnée après qui est très importante, c'est qu'une fois qu'on a identifié malgré tout que tout le monde a de la donnée, alors que ce soit de la donnée structurée, de la donnée qui soit pertinente ou pas, l'objectif derrière, c'est de se dire quelles sont les actions qu'il faut que je mette en œuvre pour pouvoir retrouver de la donnée, peut-être un petit peu moins de données, mais de la donnée beaucoup plus qualitative. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est se poser la question, pouvoir faire vraiment un état des lieux des données qui sont pertinentes ou pas pertinentes, et déjà faire une première étape de nettoyage. Donc toute la donnée aujourd'hui qui n'a plus intérêt ou qui n'a plus vocation à être dans un CRM ou dans d'autres solutions de l'entreprise, déjà c'est de pouvoir faire un premier niveau d'épuration et de ne conserver que la donnée qui est encore exploitable et qui a une certaine pertinence. Ensuite, c'est un travail au quotidien entre les différents services
de simplement pouvoir repartir d'une donnée existante et de pouvoir l'enrichir. Il y a déjà aujourd'hui, on est tous en contact, tout le monde travaille avec des clients, tout le monde a identifié des prospects. Et de la donnée, c'est de se dire, aujourd'hui, quelles sont les informations qui me manquent pour être plus efficace dans mon métier, dans mon activité, et de venir simplement l'alimenter. Et ensuite, le dernier volet, c'est une fois qu'on a retrouvé un certain niveau, une certaine qualité de données, c'est de dire comment cette donnée, je peux la structurer. Et encore une fois, qu'on soit dans un service marketing ou un service commercial ou autre, chacun va avoir besoin de structurer la donnée de manière différente, mais c'est là où les outils vont pouvoir intervenir et pouvoir dire, aujourd'hui, la donnée, comment je vais pouvoir la mettre en place dans un outil, comment je vais pouvoir la structurer pour pouvoir ensuite l'exploiter. Et enfin, le point qui est peut-être le plus important, parce que c'est bien de mettre en place ce type d'action dans un premier temps, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est quelque chose qui est continu, qui est régulier, et c'est pas simplement valable à un instant T. Donc la première recommandation que nous, on peut vous faire, c'est dire le travail de nettoyage de données, d'enrichissement et de structuration de la donnée, c'est un travail qui doit être continu et qui doit être aujourd'hui un moteur dans l'activité au quotidien des différentes équipes. Et ça c'est vraiment primordial dans une approche de gestion du lead et dans l'optique de développer votre business en se disant il faut aussi que je fasse entrer plus de gens dans ces différents canaux, c'est que en augmentant le volume, forcément, il va y avoir des déperditions et que même si on fait aujourd'hui, vous dites tiens, j'ai 10 000 contacts, il faut les cleaner, je vais mettre un initiative aux commerciaux, c'est une période un peu plus calme pour certains, on va les faire bosser sur la qualité de la donnée. En fait, c'est qu'un instant T. Et en fait, il y aura de nouveaux leads qui vont rentrer et on ne pourra pas trouver de l'efficacité et surtout de la preuve de réussite business si on n'arrive pas à faire ça régulièrement, à dire j'ai de la donnée maintenant qui est propre, si dans 3 mois elle est redevenue sale parce que j'ai pas mis en place les bonnes choses structurelles, en fait on a tout perdu et on sera un peu dans une chasse continue à combler les trous et aller échelonner ce qui peut faire. Et pour ça, il y a quelque chose qui est vraiment important, c'est d'avoir des indicateurs. Moi j'avais un prof qui m'avait dit de toute façon tant qu'on n'a pas de chiffres sur quelque chose on progresse pas, et je pense que c'est vrai parce que les chiffres c'est un peu vos seuls amis, c'est ceux qui vous mentent pas, tous les autres vous mentent, vous essayez d'être un peu subjectif, et donc c'est important aussi de mettre en place sur son suivi de lead et de prospection, d'avoir ce qu'on appelle nous le data quality score, qui est une métrique d'analyse quantitative et qualitative de la donnée qu'on a. Donc c'est combien j'ai de nouveaux leads qui rentrent, combien il y en a qui sont passés au 16, combien il y en a qui sont traités, combien il y en a qui donnent lieu à une proposition commerciale, combien il y en a qui closent. Ça, c'est les métriques classiques, mais aussi de dire, à l'intérieur des fiches contacts, des fiches compagnie que je peux avoir, quelles sont celles qui sont complétées à 100%, quelles sont celles qui sont peut-être obsolètes, quelles sont celles qui reviennent en doublon, et donc de se dire, aujourd'hui, et ce serait quelque chose d'intéressant à faire chez vous, de dire, j'ai 12% de ma base de contacts qui est bonne. Et honnêtement, entre 12 et 25%, c'est un peu ce qu'on constate dans pas mal d'entreprises qui ont justement un peu des historiques, des vieux trucs obsolètes, qui ont compilé des fichiers, qui ont racheté des fichiers, qui les ont injectés. Et finalement, on peut pas avoir une approche décente et sur la durée qui fonctionne bien si on se force pas à aussi ouvrir les yeux et avoir du contrôle. Et aussi de pas faire ça juste à un instant T, et de se dire à partir du moment où je mets ces indicateurs en place, et on arrive sur cette partie-là, c'est de dire j'ai de l'humain, mais j'ai aussi de l'automatisation qui va me permettre de traiter des problématiques et d'améliorer ma donnée sur la durée et de faire en sorte aussi d'avoir des remontées de tâches ou des alertes quand il faut que je reprenne le contact pour aller le cleaner. On arrive au bout de notre temps de parole à nous. Il nous reste finalement un peu de temps quand même pour les questions-réponses. L'idée là, c'était vraiment d'avoir un premier éclairage qui se voulait assez généraliste sur les enjeux, sur le vocabulaire, sur les quelques pratiques qui étaient vraiment à l'œuvre aujourd'hui, sur un peu cette rencontre entre nous, notre métier plutôt marketing, et puis le métier plus en lien avec le commercial chez INSCRM. Donc avec Thomas, on était très content de pouvoir vous partager ces axes de réflexion. Maintenant, l'intérêt, il réside aussi dans vos problématiques à vous, dans vos questions à vous, et aussi éventuellement, on peut, même si c'est pas des questions, utiliser l'outil de questions-réponses pour que vous fassiez part peut-être des éclairages plus précis, plus opérationnels ou plus pratico-pratiques que vous pourriez attendre de nous, soit en suivi après ce webinaire, soit probablement pour un autre webinaire. On voit bien cette clinique comme des consultations régulières. Là, c'était un peu le premier jour de c'est l'ouverture. On fait notre inauguration. Donc l'idée, c'est de dire il y a des dizaines de sujets qui découlent de ça.
Et avec Thomas, on sera ravis de voir sortir ces sujets-là. Donc n'hésitez surtout pas à utiliser là, les questions-réponses. J'espère qu'on a donné un éclairage et qu'on a donné peut-être quelques pierres pour votre édifice interne aussi, d'aller porter ces sujets-là, parce qu'il faut que vous les appropriez et que vous les portiez en interne. Donc n'hésitez pas à utiliser les questions-réponses, ça nous fera pas un peu de vos feedbacks, et puis discutons là sur les quelques minutes qui nous restent. Alors pour ceux qui chercheraient, l'outil questions-réponses doit se trouver quelque part sur l'interface, je crois sur la partie droite de l'interface, vous pouvez poser des questions. Alors une question de Sophie qui arrive à l'instant, comment bien définir l'origine de mon lead? Qui est une très 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 bonne question et qui pose une deuxième question là-dedans sur la partie attribution du lead quand on veut faire du tracking d'efficacité. Alors pour ça, je vais avoir une première réponse qui va être plutôt marketing, et puis je pense que Thomas aura derrière des réponses plutôt liées à l'outil derrière qui peut être l'outil commercial. Aujourd'hui, sur la partie online, on est plutôt bien équipé pour pouvoir différencier les sources de génération de leads. Tout simplement parce qu'en fait, on va mener ça en format de campagne. Donc, je vais décider, par exemple, de faire une campagne sur LinkedIn. Je vais décider de faire une campagne sur de l'emailing, ou je vais, même sur du offline, lancer un événement ou aller sur un salon. Et en fait, au moment où je vais injecter le lead, soit dans l'outil de marketing automation, soit dans l'outil côté commercial, en fait, je vais pouvoir lui attribuer, si c'est un champ qui a été prévu, une source. Et cette source, elle peut s'imputer soit de manière automatique, par exemple, j'ai une campagne qui envoie sur une landing page sur mon site pour un téléchargement, pour une inscription à un webinar. Et bien, en fait, dans mon formulaire, je vais avoir un champ qui peut être un champ caché, qui va dire le lead vient de telle source. Et donc là, je vais tomber derrière dans la logique d'attribution, qui est de dire, est-ce que c'est la première attribution, en fait, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout qui est arrivé, et donc en fait, j'attribue la source, j'ai lancé ce webinaire, Sophie, vous y participez, vous n'étiez pas dans notre base, vous l'avez vu quelque part, en fait, je vais dire, c'est le webinaire qui a amené ça. Mais aussi aller compléter des fiches, de dire, il y a peut-être quelqu'un dans notre webinaire aujourd'hui qui était déjà en contact avec nous, qui était rentré par une autre source, mais qui en fait a été relancé, peut-être qu'on ne s'était pas parlé depuis un an, il a été relancé par ça, donc c'est une source secondaire, c'est une deuxième source, donc c'est une attribution qui peut être sur différentes sources. Donc l'origine du lead, elle est assez bien maîtrisable quand on fait des campagnes, quand c'est des choses qui sont dirigées. Après, elle est un peu moins maîtrisable si c'est des choses voilà, on trouvait sur Internet, la personne est arrivée sur le site, il est passé par le formulaire contact, je sais un petit peu moins. Et c'est là où on va basculer plutôt dans essayer de comprendre, une fois on va être en relation commerciale, de poser la question si le champ n'est pas renseigné et qu'on veut l'avoir pour pouvoir piloter. Mais globalement, avec de plus en plus de points de passage qui sont digitaux, il y a capacité à traquer et à se dire cette personne, elle vient de tel endroit, elle est passée par telle campagne, elle a rempli tel formulaire ou telle demande de contact. Donc on sait l'attribuer à la bonne source. Après, la question qu'il faut se poser quand on parle d'origine du lead, c'est à quel niveau de précision on veut aller. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut simplement considérer une origine comme ça vient d'un site internet, comme ça vient d'un salon, ou ça vient de la prospection d'un commercial? Donc après, tout dépend de votre niveau en fait de stratégie marketing et des actions que vous allez mettre en place, qui permet d'aller vraiment dans un niveau de précision qui va être beaucoup plus détaillé et qui permettra ensuite d'aller gérer encore d'autres sujets. Après, à partir du moment où effectivement, ce qu'expliquait Guilhem sur les outils digitaux, c'est relativement simple. Finalement, après, définir l'origine du lead, c'est plus compliqué quand il est en traité direct ou qu'il a été généré automatiquement ou directement par l'équipe commerciale, où là, c'est simplement bien expliquer les enjeux auprès de la force de vente, de dire que c'est une information qui est ultra importante, qui peut être très pertinente et qui pourrait être exploitée par la suite. Et après, c'est à vous de définir en amont, en fait, quels sont les canaux possibles que je souhaite exploiter dans ma stratégie marketing. Ce sujet il est intéressant parce que dès que c'est au commercial de remplir d'où vient le lead, il y a toujours un peu cette levée de bouclier de dire ouais, c'est encore une information qu'il faut saisir, on n'a pas le temps d'aller bien le saisir dans le truc, on pose déjà beaucoup de questions au client, donc en plus lui demander comment vous nous avez connu, c'est pas forcément le truc qui tombe sous le sens. Après, ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'est pas juste une donnée pour remplir une donnée, c'est que demain, ça a un impact sur comment est-ce qu'on va arbitrer sur des budgets aussi marketing, et que ça, c'est important parce que de ça va découler le nombre de leads qu'on va pouvoir leur fournir et la qualité des leads qu'on va pouvoir leur fournir. Donc en fait, en faisant ça, ils se rendent service pour le futur aussi pour avoir soit davantage de leads, soit des leads qui sont un peu meilleurs en fonction de là où ils proviennent.
D'où les indicateurs à mettre en place sur les taux de conversion, les taux de transformation, c'est-à-dire de savoir d'où vient mon lead et ensuite en fonction d'un canal, quelle est la conversion de ces leads en opportunité et ensuite le taux de transformation en affaires et surtout en signature et qui permet généralement de définir très clairement en fonction des secteurs d'activité qu'un canal de lead par rapport à un autre peut avoir une incidence très importante et qui, comme expliquait Guilhem, de pouvoir réorienter un petit peu vos investissements marketing et vos différentes stratégies par rapport aux canaux qui en fait sont le plus générateurs de business pour vous. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent. Je vais laisser un petit peu de temps pendant que je vais répondre à la question de Jérôme à Thomas pour préparer la réponse à Rémi et à Jeff qui a un enjeu sur RGPD. Donc, on reviendra sur ces deux questions-là juste après. Moi, je vais répondre à la question de Jérôme qui demande est-ce que cette démarche fonctionne sur des marchés de niche et dit autrement, faut-il des volumes de leads ou de prospects réguliers minimum? En gros, la question, c'est est-ce que si on est plutôt sur des approches grands comptes ou très niches où on a finalement peu de prospects, est-ce que ça fonctionne et est-ce que c'est pas juste limité à des marchés plus volumiques? C'est une très très bonne question. Merci Jérôme de l'avoir posée. De fait, ça marche. En fait, ça marche presque encore mieux quand on est sur des niches ou sur des personas ou sur des cibles très bien identifiées, voire sur ce qu'on appelle la account-based marketing, la account-based sales, où finalement on a un nombre d'acteurs bien défini. Par exemple, j'ai 300 boîtes sur mon marché à qui je peux vendre quelque chose, et là-dedans j'ai 3 ou 4 acteurs dans chacune des boîtes qu'il faut que j'arrive à convaincre, parce que justement, c'est encore plus important d'avoir de la donnée vraiment fine sur elle, parce que c'est ça qui va faire que le commercial va pouvoir passer son appel à un bon moment, qui va pouvoir parler des bonnes choses, qui va pouvoir trouver les bonnes accroches aussi pour susciter la problématique. Et aussi parce que si on loupe un lead, si on loupe une affaire, en fait, on a loupé un bon potentiel de son marché. En fait, on n'est pas dans une logique où j'ai voté 100 propales, c'est pas grave, parce que de toute façon, j'en ai encore 150 qui vont arriver le mois prochain, et je ferai mieux, j'aurai des meilleurs commerciaux, j'aurai des meilleurs process, j'aurai des meilleures offres, ça va jouer sur le prix, et finalement, je peux me rattraper. Là, on est sur des marchés un peu plus visqueux. Il y a finalement d'autant plus d'intérêt à être en capacité à traquer est-ce que les personnes viennent sur votre site, qu'est-ce qu'elles regardent, est-ce qu'elles ont vos mails, est-ce qu'elles sont intéressées par tel contenu que vous avez pu partager, de revenir vers elles pas avec un mode trop commercial, en mode on ne s'est pas parlé depuis 6 mois, mon CRM me dit qu'il faut que je te rappelle, est-ce qu'on reprend rendez-vous pour voir si on n'a pas opportunité à bosser ensemble, mais on va être plus dans une démarche d'évangélisation du marché, de pédagogie, et de dire on a bossé sur tel sujet pour un autre client, probablement vous avez aussi cette problématique, est-ce que ça serait intéressant qu'on se rencontre ou qu'on prenne un déjeuner pour que je vous explique ce qui s'est passé, ou que je vous mette en relation avec ces personnes, ou que vous assistiez à un webinar que je donne avec cette personne-là pour voir un peu comment ils ont fait, et en fait de vraiment être dans cette culture de la relation long terme et à un moment un positionnement en tant qu'expert, soit de l'entreprise, soit des commerciaux, qui peut être vachement intéressant. Donc en fait cette démarche-là, et nous, chez certains de nos clients, on l'a menée parfois avec des cibles où on a 20 cibles, on le fait pour 20 clients potentiels. Parce que justement, c'est super important d'avoir une bonne relation, d'être positionné comme un expert, d'être vu positivement et d'être en capacité derrière à dire les bonnes choses au bon moment à ces personnes. Alors sur RGPD, je vais lire les deux questions de Rémi et de Jeff. Donc, la question de Rémi, c'était qu'impose le RGPD en matière de sollicitation des cibles. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et la question de Jeff, qui la complète un petit peu, c'était quels étaient les enjeux, les risques concrets qui existent dans le processus de collecte, d'enregistrement des données, notamment sur les réseaux sociaux, sans avertir les intéressés. Et donc, je te renvoie la patate chaude, Thomas. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant et qui est très vaste et je pense qu'on n'aura pas le temps d'aborder tout, de répondre précisément à l'intégralité des questions parce que ça peut être sujet à d'autres webinaires ou à d'autres moments d'échange. Surtout que c'est pas sec. C'est que la loi est passée, mais en gros, les comportements face à la loi sont en train de se poser. Voilà, et qu'on est dans une première période de transition et qu'il y a une année aujourd'hui pour pouvoir se mettre en conformité et qu'ensuite la loi va certainement évoluer. Malgré tout, c'est effectivement un sujet qui est très sensible aujourd'hui au niveau des entreprises. Il y en a qui l'ont pris plus ou moins au sérieux. Et donc, c'est vraiment aujourd'hui pour moi une vraie opportunité commerciale. Alors, en termes de matière de sollicitation, enfin de ce que ça implique en termes de sollicitation des clients ou des prospects, en tout cas de l'intégralité des contacts qu'on va pouvoir gérer dans sa base de données, c'est très compliqué de répondre à la question parce que ça dépend réellement, en fait, vraiment de votre secteur d'activité et aujourd'hui du type de contrat que vous pouvez avoir avec vos clients. Ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, la réglementation sur la protection des données personnelles implique qu'on ne puisse plus contacter sans prévenir, sans en obtenir l'autorisation pour une activité commerciale ou marketing.
Aujourd'hui, de là, une fois qu'on s'est dit ça, c'est bien, mais maintenant, c'est comment ça doit se mettre en pratique. Donc, encore une fois, tout ça doit être lié à votre secteur d'activité. Donc, à vous de vous poser des questions peut-être avec des experts de votre secteur sur savoir ce que vous pouvez faire ou ne pouvez pas faire. Mais en tout cas, dans la majorité des cas, il va falloir aujourd'hui redemander le consentement de vos contacts pour que vous puissiez leur adresser des communications. Alors bien évidemment, vous pouvez appeler vos clients, vous pouvez appeler vos prospects, il n'y a pas de souci, mais en termes de communication marketing ciblée ou de prospection, il faut obtenir le consentement. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui l'opt-in, qui est le fait de pouvoir dire est-ce que vous souhaitez aujourd'hui être contacté par mon entreprise sur tel et tel type de sujet. C'est en fait un fonctionnement inverse de ce qui était mis en place aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouviez vous retrouver dans des cibles de communication marketing et simplement en bas rajouter un lien de désabonnement qui permet de dire de base, en fait, de facto, je considère que vous êtes d'accord pour recevoir, et après, c'est à vous de me dire que finalement, vous ne souhaitez pas le recevoir. Maintenant, on fonctionne un petit peu à l'inverse, c'est-à-dire avant de pouvoir vous envoyer la première communication, il faut que je vous demande l'autorisation, et ensuite, derrière, vous aurez le droit, malgré tout par la suite, d'accéder à un centre de préférence ou un centre de gestion de vos données qui vous permettra de dire je souhaite continuer à être contacté, ou finalement, je décide de simplement bloquer l'accès en fait à ma donnée. Maintenant, ce qui est intéressant, et là où on retrouve sur la notion de content marketing, c'est qu'avant, c'était un peu oui ou non, et puis finalement, peu importe le mode de communication, ou peu importe le contenu que je voulais partager. L'avantage, ou en tout cas l'opportunité que nous offre la RGPD, c'est de pouvoir dire aujourd'hui je peux accepter d'être contacté uniquement par email mais pas par SMS ou vice versa, ou bien d'être contacté uniquement sur des contenus qui m'intéressent, sur des contenus sur lesquels je vais retrouver de la valeur ajoutée. Et c'est là où en fait la notion de smart data va être ultra pertinente, c'est-à-dire qu'au lieu de cibler tout le monde avec un contenu qui sera ultra généraliste, on va pouvoir intéresser des gens avec des contenus qui sont beaucoup plus ciblés, beaucoup plus spécifiques. Et c'est là où en termes de sollicitation et en termes de ce qu'on appelle la gestion de la centre de préférence, au niveau de la RGPD, c'est ce qui va nous permettre d'entretenir en fait une relation de qualité avec nos contacts. Maintenant, après la deuxième question, c'était les enjeux et les risques. En fait, alors le risque, c'est simplement aujourd'hui, il y a le gendarme, il y a un gendarme de la RGPD qui va s'assurer que les entreprises aujourd'hui se mettent en conformité par rapport à ces droits-là et qu'il n'y ait pas d'abus sur l'utilisation en fait des données qui auraient pu être collectées. Aujourd'hui, très clairement, la réglementation est rentrée en vigueur le 25 mai. Pour le moment, l'objectif n'est pas d'être en conformité, mais de pouvoir justifier qu'on est en train de mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour se mettre en conformité en fait vis-à-vis de cette nouvelle réglementation. Et c'est ça l'enjeu. Après, les personnes qui n'auraient pas été sollicitées, en fait, aujourd'hui, ont le droit de se plaindre et de dire qu'aujourd'hui, il y a une utilisation abusive de leurs données. Et c'est pour ça que vous avez l'obligation, en fait, aujourd'hui, de mettre à disposition un centre de préférence qui va permettre à vos contacts d'aller mettre à jour leurs données ou d'anonymiser la donnée. Alors, c'est ce qui s'appelle le droit à l'oubli. Et c'est qu'aujourd'hui, même si vous avez collecté de la donnée, vous avez l'obligation de mettre à disposition cette donnée à vos clients pour qu'eux-mêmes puissent décider soit de la mettre à jour, soit de vous en empêcher l'accès pour que vous puissiez ne plus les contacter. Alors, je sais que c'est très compliqué de répondre de manière ultra précise. Je sais que nous, chez Ines, aujourd'hui, c'est un sujet qui a été très important sur l'année 2018, où on a fait une très grosse évolution de nos solutions pour pouvoir permettre à l'intégralité de nos clients, en fait, de se mettre en conformité avec un certain nombre de fonctionnalités. De gestion des consentements, gestion de consentement automatisé, gestion du centre de préférence, la gestion du droit à l'oubli ou de l'anonymisation de la donnée. Donc là-dessus, si vraiment il y a un enjeu très important, moi ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne contact par la suite et puis qu'on puisse avoir une discussion par rapport à votre métier et qu'on puisse peut-être vous apporter des éléments beaucoup plus précis sur le sujet. Voilà, c'était l'instant RGPD, on avait parié qu'on en aurait, donc on a gagné. Mais c'est sûr que c'est assez intéressant. Après, encore une fois, la loi est passée, les jurisprudences non. Donc je pense que ça prendra un petit peu de temps pour se mettre en place. Une question de Anis qui est très intéressante. Alors vous êtes en forme parce que vous posez des bonnes questions, donc merci. Alors qui est une question que je vais élargir un peu probablement parce que la question portait plutôt sur du B2C, mais je pense qu'en fait elle est valable sur pas mal de sujets B2B. Donc la question d'Anis était qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux entreprises qui génèrent suffisamment de leads, donc plutôt dans une approche il y a du lead, il y a du volume, mais qui ont du mal à transformer. Donc là, on revient à notre sujet métrique de tout à l'heure, on n'a pas forcément de problème sur la génération de leads, on en a assez, mais par contre, on a du mal à les convertir, à les transformer en appel téléphonique, puis en prise de rendez-vous qualifiée, et du coup, avec la logique de dire comment est-ce que j'évite la perte de temps humain
pour se focaliser sur des leads mieux qualifiés. Alors évidemment, je ne connais pas le business en question, mais en fait c'est assez mécanique et c'est pour ça que je disais en fait ça se passe très bien aussi au jeu du B2B. C'est que déjà, je pense qu'il y a une logique à revoir le découpage des étapes commerciales, de se dire et de faire ça en lien avec la donnée, de se dire quels sont les critères sur mes différentes étapes commerciales. Donc là, on a arrivée du lead, call, rendez-vous, et puis probablement derrière une étape de closing. Mais de dire, est-ce que ce sont les bonnes étapes et qu'est-ce qui fait que je laisse passer d'une étape à l'autre. Là, la logique, ce serait de dire, il ne faut pas rappeler tout le monde, que probablement, il y a peut-être certaines datas à collecter qui peuvent faire un go-no-go sur certains contacts, donc de finalement envoyer un peu moins de contacts à la phase téléphonique. Et donc, c'est là où, justement, la partie automatisation peut être intéressante, notamment la partie marketing automation, qui est de dire, quelqu'un qui remplit un formulaire ou qui arrive ou qui a un premier lead, je vais peut-être d'abord essayer de valider son intérêt, lui pousser un petit contenu ou un mail de validation, lui demander un peu plus d'informations pour m'assurer que c'est quelqu'un qui est à peu près sérieux. Et ça, il faut rentrer vraiment dans le business pour dire quels sont les indices. Si vous prenez, par exemple, vous avez 20% des leads que vous appelez qui donnent lieu à un rendez-vous derrière, de se dire quels sont un peu les schémas que vous arrivez à reproduire sur ces différents leads et qu'est-ce qui les distingue des autres. Est-ce qu'il y a des choses qui, il y a un projet qui est systématiquement montré ou expliqué et qui fait que s'il y a ce sujet-là, vous êtes sûr que ça va déclencher, et de se dire comment est-ce que vous vous assurez de récupérer cette information un petit peu plus en amont. Et pareil pour l'étape d'après, de se dire est-ce que j'arrive à voir des schémas qui se reproduisent sur les leads qui deviennent des rendez-vous, pour se dire est-ce qu'au niveau téléphonique, il faut récupérer un petit peu plus d'infos pour orienter vers ça. Donc l'automatisation peut être un sujet. Je pense qu'un petit peu d'ingénierie des étapes commerciales peut être intéressante aussi. Et après, probablement rentrer aussi dans le détail de l'efficacité des différents commerciaux. Parce que très probablement, il y en a certains qui font mieux le job que d'autres. Et que c'est sur cela que c'est intéressant d'aller creuser pour voir comment est-ce que je peux porter leurs bonnes pratiques, leur façon de poser des questions, leur façon d'amener les choses là-dessus. Et que, in fine, il y a probablement aussi une logique derrière de gestion dans la durée. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est très time sensitive, du style générage dedans, donc je ne l'aurai pas dans 2 mois. Mais si il y a possibilité aussi de gérer dans la durée, il y a une manière d'utiliser les informations dans le CRM et les tâches automatisées dans le CRM pour être sûr que je n'oublie pas, en fait. Je ne traite pas tout en instant T, mais sans faire le suivi qui est derrière. Mais encore une fois, Annick, je pense que la question serait presque à traiter aussi en descendant d'un niveau et en creusant le business en question. On a une question de Sophie, qui est alors pour le coup très précise sur le CRM Ines. Quelle est la différence entre le propriétaire du lead et son gestionnaire? Et là, on va rentrer dans des logiques d'attribution de contacts et d'organisation de la chaîne commerciale. Ouais, alors là, effectivement, c'est des questions déjà d'utilisateurs du CRM Ines. Donc, bon, pour répondre très clairement à votre question, en fait, alors, aujourd'hui, dans Ines, on a effectivement une notion de propriétaire et une notion de gestionnaire. Après, en fonction de l'organisation commerciale ou marketing que vous allez mettre en place, le propriétaire, en fait, c'est la personne qui doit traiter le lead. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est encore un lead qui est dans la phase marketing et donc qui est traité par un lead manager, qui est traité par un service marketing, et donc quel cas le propriétaire restera le service marketing ou une personne du service marketing, et qui ensuite dans la phase d'évolution du lead ou de qualification du lead peut estimer à un moment que le lead doit être passé au service commercial et donc on va mettre en propriétaire du lead le commercial en question. Donc le propriétaire, c'est vraiment la personne qui doit traiter et qui doit aller assurer et faire évoluer le lead vers la prochaine étape. Maintenant, le gestionnaire, alors après, ça c'est en fonction du type de suivi que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que le gestionnaire, ça doit être le commercial et finalement, une fois qu'on a poussé le lead au service du commerce, il n'y a plus aucun lien avec le service marketing? Et dans quel cas, on est sur simplement une supervision d'un tableau de bord de lead? Ou bien est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, le service marketing veut garder malgré tout un suivi des leads qui ont été transmis au commerce et on est bien sur une notion de propriété au niveau du service commercial, une bonne gestionnaire, donc de suivi, de supervision au niveau du service marketing. Donc après, c'est deux champs qui sont intimement liés, mais qui ont simplement une vocation de réaffectation et qui permettent de dire est-ce que j'en suis propriétaire et gestionnaire, est-ce que c'est moi qui ai généré le lead, mais je l'ai affecté à mon collaborateur pour qu'il le traite, mais je veux pouvoir malgré tout rester identifié sur le lead pour pouvoir en assurer un suivi. Donc là, c'est effectivement en fonction de votre organisation en interne que vous allez définir l'intérêt d'utiliser ou pas la notion de propriétaire et de gestionnaire.
Alors Rémi pose une question aussi, très fort intérêt RGPD, sur les fonctionnalités RGPD et quand est-ce qu'elles sont disponibles chez Ines. Je pense qu'il y avait notamment le centre de préférence qui était mentionné, peut-être quelques autres choses sur l'anonymisation ou le retrait des données. Donc, il y a eu effectivement sur cette partie-là beaucoup de développements qui ont été réalisés en interne. Donc, la première chose, c'est qu'on va mettre à disposition dans les prochains jours un premier lot de fonctionnalités liées à l'RGPD qui va permettre de gérer le consentement, qui va permettre de mettre à disposition le centre de préférence. Donc, on a un premier niveau en fait qui va être livré très très rapidement et que vous pourrez utiliser. Et ensuite, on a un deuxième lot en fait de fonctionnalités avancées qui sera livré après l'été en fait à partir de septembre et qui permettra d'aller sur des notions plutôt d'automatisation, de gestion du consentement, gestion des préférences. Mais en tout cas, les premières fonctionnalités seront disponibles dans les prochains jours et ce qui vous permettra déjà de mettre en œuvre votre stratégie RGPD directement dans le CRM INES. Et j'en profite parce que Rémi, Sophie, je pense que vous êtes utilisateurs de nos solutions. Donc, on organise un webinaire justement sur le sujet demain. Également à 11h, si je dis pas de bêtises, sur justement une présentation des fonctionnalités RGPD qu'on a développées et qu'on va mettre à disposition de nos clients pour vous présenter un petit peu tout ça et également parler d'un plan d'accompagnement auprès de nos clients qu'on va vous proposer pour vous expliquer un petit peu comment nous, Inès, en tant qu'éditeur de CRM, par rapport à notre compréhension du sujet et notre expertise au niveau du traitement de la donnée, on est capable de vous aider dans la mise en conformité ou dans votre définition de stratégie RGPD. Donc voilà, je vous invite à y participer. Donc c'est demain. Donc si vous avez besoin qu'on vous renvoie les informations, n'hésitez pas à contacter soit voilà votre contact Inès, votre commercial ou votre chef de projet ou me solliciter directement. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou simplement envoyer un email sur mon adresse Inès. Du coup, il est 12h01. On avait prévu de vous libérer vers midi. J'espère que vous avez eu un petit peu de nourriture intellectuelle et de partage dans cette première clinique du Lille, qu'on a eu beaucoup de plaisir à animer avec Thomas, et donc moi-même. Et comme il est l'heure du déjeuner, il ne reste plus qu'à vous souhaiter un très bon appétit, une bonne continuation. N'hésitez surtout pas, hein, si vous avez des questions qui reviennent après coup, après le webinaire, n'hésitez surtout pas, vous avez nos contacts sur les mails que vous avez dû recevoir pour confirmer les choses. Vous recevrez les slides de cette présentation aussi, comme ça vous pourrez aussi les partager en interne chez vous sur ces sujets-là. Voilà. Merci à tous en tout cas pour votre participation et encore une fois, on reste à votre disposition si besoin pour évoquer ces sujets de manière un peu plus individuelle. Bye bye, merci à tous. Merci à vous. Très bonne journée, au revoir.